Bonjour Pascal Demurger, bienvenue. Merci, bonjour Thomas Hugues. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes le directeur général du groupe Maïf, coprésident du mouvement Impact France avec Julia Faure, la cofondatrice de Bloom. Je commence par Impact France. Tiens, on a une vingtaine de minutes de grand entretien. On le présente souvent comme le MEDEF des entreprises engagées. Est-ce que la définition vous plaît ou vous fait tiquer un peu ? Oh, non, je crois que ça correspond assez bien. Hein. C'est effectivement un mouvement patronal, hein, donc à l'instar du MEDEF, mais un mouvement patronal un peu particulier parce qu'il regroupe en effet des entreprises qui sont engagées à la fois sur le plan écologique et puis sur le plan social, sujet d'inclusion, diversité, de partage de la valeur, etc. Impact France qui vient de lancer l'Impact 40-120, c'est un indice pour booster les startups à impact. Quel est l'objectif, racontez-moi? L'objectif, c'est vraiment toujours le même, hein, c'est-à-dire, en fait, il y a un double objectif chez Impact France. Hein, accompagner les entreprises qui, en effet, ont compris qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus ne pas s'engager sur ces sujets-là. On pourra y revenir. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Et d'ailleurs, les adhésions à Impact France sont croissantes et vraiment très nombreuses, y compris de grands groupes. Et puis, le deuxième objectif, c'est définir, soit de manière sectorielle, soit de manière globale, des évolutions de normes que l'on pousse auprès des pouvoirs publics et en particulier du gouvernement. Et là, sur les startups, est-ce que toutes les startups... En voyant ça, je me suis dit, je le vois moi ici, parce qu'on a une rubrique start-up quotidienne. Et alors, évidemment, l'émission s'appelle Smart Impact, donc c'est peut-être un peu biaisé, mais est-ce que toutes les startups ne sont pas engagées et impact? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on part d'une page blanche, on essaye de cocher un peu toutes les bonnes cases. Non, mais ça, c'est sûr, elles le disent toutes, en tout cas. Oui. Hein, après, l'impact, il est plus ou moins réel. Il est plus ou moins natif en fonction de l'activité. Et puis, il est plus ou moins fort en fonction de la manière dont on fait les choses. Hein, et justement, cet impact 40, ça permet de distinguer des startups qui sont réellement engagées. On va parler de la mutation obligatoire du secteur de l'assurance, avec pour commencer l'un des chiffres marquants de ce début de printemps concernant les catastrophes naturelles et le bilan de l'année 2023. Les assureurs français ont déboursé 6,5 milliards d'euros l'an dernier. Alors, j'allais dire, est-ce que c'est un record? J'aime pas trop le mot, mais si on essaye de regarder l'évolution par rapport à, par exemple, il y a une vingtaine d'années, c'était combien il y a 20 ans? On est à plus de 6,5 milliards aujourd'hui. Par rapport à il y a 20 ans, on a dû faire x3 à peu près. Hein, y a vraiment une augmentation systématique, quasiment linéaire, avec de temps en temps une pointe. 2022 était encore plus élevé que 2023, mais vraiment une progression chaque année des conséquences des catastrophes naturelles et donc du réchauffement climatique en réalité. Hein, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, les assureurs sont un peu aux premières loges, si je puis dire, puisqu'on voit effectivement annuellement l'ampleur de ces conséquences. Est-ce que ça vous a amené à réfléchir plus tôt que les autres secteurs à votre modèle finalement? Alors, ça dépend à qui vous adressez la question. Si vous la posez à l'ensemble du secteur, je répondrai par un petit oui. Si vous la posez à la Maïf, je vous répondrai par un grand oui. Et sur les deux sujets qu'on distingue généralement en matière de réchauffement climatique, que sont l'atténuation d'abord et l'adaptation ensuite. Sur l'atténuation, ça fait très longtemps qu'on est très engagé en réalité. Par exemple, on a été le premier assureur et même le premier investisseur institutionnel à se retirer totalement des énergies fossiles. On a inventé l'an dernier le dividende écologique, c'est-à-dire que l'on consacre 10% de nos résultats à des actions en faveur de la biodiversité, ce qui n'est pas si fréquent que ça encore dans le monde des... Oui, c'était un peu le thème oublié pendant longtemps. Exactement. Et puis, on fait énormément de choses pour accélérer la transition vers les véhicules électriques, pour réparer les véhicules avec des pièces recyclées, etc. Voilà, exactement. Donc, atténuation, beaucoup d'actions préventives pour ralentir le réchauffement climatique. Et puis, bien sûr, se pose aujourd'hui la question de l'adaptation. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le modèle
économique de l'assurance qu'il faut réinventer. Ça va jusque-là pour vous ? Ça va jusque-là en réalité. Alors il y a deux aspects. Il y a l'aspect individuel d'entreprise que peut faire une entreprise comme la Maïf pour s'adapter. Et puis en effet, il y a l'aspect collectif du monde de l'assurance. Sur le plan individuel, nous, on l'a fait pour 2023 par exemple, on essaye évidemment d'amortir au maximum le choc pour nos sociétaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord les accompagner évidemment quand ils ont un sinistre et notamment un sinistre climatique et dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire aussi ne pas répercuter dans les tarifs la totalité de l'augmentation des coûts que l'on subit. Ce qui se traduit évidemment par un bilan qui est moins, par un résultat qui n'est pas bon, positif, oui. par un résultat qui n'est pas bon en 2023, et donc on prend sur nos fonds propres pour amortir ce choc et ne pas le répercuter en totalité. Ouais. Et puis au niveau de l'ensemble de la profession, la question qui est posée, c'est celle, alors pardon pour le terme un petit peu technique, mais qui est parlant je crois, de l'inassurabilité d'un certain nombre de zones géographiques en France, et je parle bien de la France métropolitaine, y compris métropolitaine. Et de quelles zones vous parlez ? Alors elles sont ça dépend des périls. Ça dépend des périls, voilà. J'imagine. Oui. Tout à fait. Vous avez des zones qui très régulièrement sont touchées par des inondations. Vous avez des zones côtières qui peuvent être menacées par la submersion marine. Le trait de côte. Le retrait du trait de côte. La sécheresse dans d'autres. La sécheresse dans beaucoup de régions. Ouais. Partout où il y a des terrains argileux, en fait. Ça vient beaucoup de la nature du terrain. Donc il y a vraiment une grande diversité à la fois de périls et du coup de zones géographiques. Le problème, c'est que, alors aujourd'hui, j'allais dire, tout va encore bien. Les assureurs sont présents, assument leur rôle et couvrent les assurés qui subissent ce genre de sinistre. Et vous dites attention à l'inassurabilité. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour, d'ici 10 ans, être toujours là, quoi ? Alors avant 10 ans. Avant 10 ans même. Avant 10 ans. Oui. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que l'on commence à voir poindre ? Ce sont des assureurs moins scrupuleux, qui ont fait leur compte, savent très bien que continuer à couvrir des habitations dans ces zones que l'on identifie de manière très précise, à l'adresse même, continuer à couvrir des habitations dans ces zones coûte beaucoup trop cher. Parce qu'il y a une fréquence, une récurrence de sinistres qui est beaucoup trop élevée. Et donc, ils ont la tentation, et certains commencent à le faire, de se retirer de ces zones, de refuser de souscrire, d'assurer des gens qui voudraient s'assurer chez eux. Si jamais on laisse les choses faire, ils vont être de plus en plus nombreux à le faire, et au final, tous les assureurs vont être contraints de le faire. On ne peut pas être le dernier à assurer des zones très exposées. Donc vous dites quoi ? Vous dites qu'il faut inventer ensemble, parler de mutualisation des risques climatiques. Donc c'est quoi le principe ? Le principe, c'est de se dire, face à cette situation, si on joue un jeu individuel, voilà, le comportement, ça va être celui-là, le retrait. Et donc, il faut un jeu collectif, un jeu coopératif. Il faut mutualiser, il faut répartir la charge lourde de ces zones-là sur l'ensemble des assureurs. C'est la seule manière de continuer à couvrir ces risques. Et ça, vous y arrivez tout seul, ou alors il faut que l'État vous y oblige ? Alors, idéalement, et c'est pour ça que j'ai, depuis plus de 2 ans maintenant, porté ce sujet au sein d'abord de la Fédération française de l'assurance pour essayer d'obtenir un consensus pour que l'on construise ensemble des règles du jeu collectives. Je n'ai pas fait l'unanimité. Je n'ai pas fait l'unanimité. Et donc, les pouvoirs publics commencent à s'en saisir. Et notamment, Bercy a mis en place une mission qui doit rendre ses conclusions d'ici quelques jours pour trouver des solutions à cette situation. Vous parliez de la sécheresse. Je crois qu'il y a 11 millions de maisons en France qui sont touchées ou menacées. C'est ça, par la sécheresse. Et donc, comment ça marche ? L'assurance en prend une partie en charge. Il y a un fonds de l'État aussi qui ne suffit plus. Alors, on est dans quelle situation aujourd'hui ? Il y a effectivement l'assurance prend en charge et ça fait partie de ce qu'on appelle, vous savez, le régime des catastrophes naturelles en France, avec un dispositif un petit peu particulier. Il y a un réassureur, c'est-à-dire l'assureur des assureurs. On paye une cotisation auprès de réassureurs qui nous couvre lorsque les sinistres atteignent un montant trop élevé. Et il y a en France un réassureur particulier
particulier qui est étatique en réalité, pour précisément les catastrophes naturelles. Et qui aujourd'hui, évidemment, avec ce que l'on disait sur la multiplication des sinistres climatiques, est en déficit. Et donc, la cotisation obligatoire, c'est une forme de taxe en réalité, la cotisation obligatoire que les assureurs versent à ce réassureur va augmenter assez considérablement, de 70% au 1er janvier 2025. Ça fait l'objet d'une négociation avec l'État qu'il en prenne? Non, c'est lui qui impose. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. On pourrait dire l'État va en prendre sa part. Bon, en même temps, il est en train de faire des économies. C'était totalement nécessaire. La CCR, cette caisse centrale de réassurance, est en déficit chronique depuis pas mal d'années. Alors, quelques chiffres sur la Maïf. Plus de 4 millions de ménages, associations, entreprises et collectivités assurées, accompagnées. Plus de 3 400 000 personnes protégées en prévoyance. Ça sont des chiffres 2022. Toujours chiffre 2022, 3 600 000 véhicules assurés et près de 3 300 000 lieux de risque assurés. Et donc, ces choix forts dont on parlait, et notamment ce dividende écologique. Je vais vous faire un aveu ou une confession. Le jour où vous l'avez annoncé, il y a un an à peu près, j'étais avec le patron du Crédit Mutuel, Nicolas Théry, qui annonçait le même jour qu'il crée le dividende sociétal. Ce sont deux dispositifs assez proches. Bon, on s'est dit ce jour-là, tiens, c'est bien, on se tire un peu la bourre, mais c'est pas grave. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mouvement. C'est-à-dire que vous êtes deux entreprises qui, le même jour, font ce choix. Il faut peut-être expliquer à nos téléspectateurs d'abord ce qu'est le dividende écologique pour la Maïf. Ça représente quoi? C'est un pourcentage de votre résultat net que vous consacrez à des actions spécifiques? C'est exactement ça. C'est 10% de notre résultat annuel que l'on s'engage à consacrer à des actions, en effet. Alors, c'est de la dépense, ce n'est pas de l'investissement. Ce sont vraiment des dépenses à fond perdu. C'est un petit écart par rapport au Crédit Mutuel. Des dépenses pour financer des projets, en particulier de régénération de la biodiversité, on va dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous financez des projets, il n'y a pas d'objectif de rentabilité sur ces projets. Aucun objectif de rentabilité, c'est de la dépense pure. C'est de la dépense en pure perte, si je puis dire, pour effectivement financer ces projets-là. Et les projets en matière de biodiversité, vous savez, ce sont des projets qui sont très locaux. C'est vraiment au cœur des territoires et généralement des projets de relativement petite ampleur. Donc on multiplie les projets que l'on finance et ça va être, je ne sais pas moi, reméandrer, comme l'on dit, un cours d'eau pour éviter qu'il déborde quand il y a des crues. Ça va être sauvegarder une zone humide. Ça va être réhabiliter des collines sableuses pour éviter qu'elles se déplacent en revégétalisant. Ça va être gérer des forêts en mode durable, etc. Oui, c'est vraiment une multiplication de petits projets. Et c'est le fonds Maïf pour le vivant, c'est ça qui agrège tout ça. Est-ce que c'est plus facile pour des entreprises mutualistes, sans actionnaires, de prendre une décision comme celle-là? Parce que le jour où vous l'avez lancé, il y avait cet espoir que d'autres grands groupes vous suivent. Je ne crois pas me tromper. Quand on se retourne, il n'y a pas grand monde derrière. Voilà, il n'y a pas grand monde derrière. Bon, parce que c'est plus facile quand on n'a pas d'actionnaire. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, objectivement, oui, c'est plus facile parce qu'on n'a pas par ailleurs de dividendes à verser à des actionnaires. Donc effectivement, c'est plus facile et on est complètement maître et libre de l'affectation de nos résultats. Ceci étant, je pense que les sociétés avec actionnaires et les sociétés cotées feraient bien de regarder le dispositif. Alors, je veux dire, la pression aujourd'hui, les attentes à l'égard des entreprises et notamment des plus grandes d'entre elles est extrêmement forte. Et négliger cette attente sociale, c'est se priver d'une bonne marque employeur demain et d'une capacité à attirer des talents, c'est se priver d'une bonne marque commerciale, tout simplement, parce que les gens commencent à regarder effectivement le niveau d'engagement des entreprises, avec une transparence de plus en plus forte. CSRD, la fameuse directive CSRD, entre en application cette année, en tout cas sur l'exercice 24, et va donner un niveau de transparence sur la réalité des engagements
qui fait que les entreprises qui ne font rien risquent d'être pointées du doigt. Bon, on verra s'il y en a d'autres qui finalement Exactement. sont là dans le rétroviseur, peut-être un peu contraintes par les nouvelles réglementations. Je voudrais qu'on parle de la gestion de vos actifs, vous l'avez évoqué un petit peu avec ce chiffre, toujours des chiffres fin 2022, 21 milliards d'actifs gérés par la Maïf. Ça vous donne un levier et une responsabilité majeure. Donc, la première décision, vous nous l'avez dit, c'est les énergies fossiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'y êtes plus du tout? Du tout. Du tout. C'est pas seulement les nouveaux projets. Ce n'est pas seulement les nouveaux projets. Nous avons nettoyé notre portefeuille de l'ensemble de nos investissements dans les énergies fossiles. Et ça, depuis déjà pas mal d'années. On est le seul investisseur institutionnel à l'avoir fait. On sait que le secteur de l'énergie est encore assez profitable, et donc ce sont des placements qui peuvent être effectivement assez rémunérateurs. On a fait le choix d'assumer, tant pis, de se priver peut-être de ces niveaux de rémunération élevés, mais de ne pas continuer à financer les énergies fossiles. Et comment vous fonctionnez avec les entreprises que vous continuez de financer, mais qui sont encore assez émettrices de gaz à effet de serre? Est-ce que votre, finalement, levier d'influence ou de pouvoir, on peut appeler ça comme ça, fait que vous leur mettez une forme de pression? Absolument, absolument. Alors soit les entreprises en direct, soit plus fréquemment les fonds dans lesquels nous investissons. En effet, on négocie avec eux un calendrier de sortie, soit des énergies fossiles, soit du chimique ou que sais-je. Et si jamais ce calendrier n'est pas respecté, on se retire de ces fonds. Vous l'avez déjà fait? On l'a déjà fait. Vous pouvez dire sur quel... Non. Vous n'allez pas nous dire... Peut-être le secteur? Alors c'était en l'occurrence sur des fonds, donc c'était multisectoriel. C'était multisectoriel. Vous dites qu'une entreprise est un acteur politique. Moi, je crois que l'entreprise est politique. Oui, c'était le titre de mon livre en 2019 déjà. L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Moi, je pense que l'entreprise vit dans la cité. Elle ne vit pas indépendamment de la cité. Évidemment, elle en subit les influences, et notamment sociales. On n'est pas hermétique aux influences du monde qui nous entoure. Et puis, surtout, elle a un impact sur ce monde. Un impact écologique, un impact social. Et je pense que l'entreprise a, à l'égard de cet impact, une responsabilité qui est forte. Je vous pose cette question parce qu'on est en pleine campagne des élections européennes. On sort, plus ou moins d'ailleurs, parce que le mouvement continue dans certains pays d'Europe, mais d'un mouvement très fort des agriculteurs européens pour finalement... questionner, on va dire, le volet agricole du pacte vert, du Green Deal, et on voit la réaction des institutions européennes qui sont en train d'un peu détricoter ce pacte vert. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous vous dites qu'il y a une petite musique de renoncement aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, c'est en effet en Europe une toute petite musique pour l'instant. C'est aux États-Unis un orchestre déjà plus important. Mais oui, il y a quand même des signaux avant-coureurs qui sont négatifs. Et oui, ça m'inquiète parce que ces sujets-là, d'abord, nécessitent énormément de temps. Pas mal d'efforts, pas mal d'investissements, on le sait. D'où d'ailleurs le rôle des entreprises, le rôle majeur des entreprises, parce qu'en réalité, avec des États endettés comme on les connaît, et des ménages auxquels on ne peut pas raisonnablement demander de contribuer directement, les entreprises ont une part de prise en charge de ces investissements qui doit être importante. Donc des efforts significatifs et dans la durée. Si jamais il y a un ralentissement dans l'intention, dans la motivation et dans l'aiguillon que les pouvoirs publics doivent donner pour les entreprises, on risque de perdre énormément de temps. Or, aujourd'hui, ça devient très, très urgent. Et ça nous coûtera sans doute beaucoup plus cher. Et les efforts sont sans doute beaucoup plus importants à faire dans quelques années. Merci beaucoup, Pascal Demurger, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.